Paris Radio Show. Audio, musique, podcast. Tout ça, c'est de la radio, c'est du flux et c'est fait très très bien par des gens qui ont des moyens énormes. On va pas s'amuser à faire des reportages, nous, alors qu'à France Inter, ils mettent une équipe de 8 personnes pour faire un reportage d'1 heure et les gens bossent 3 semaines, 1 mois sur un sujet d'1 heure. Ça coûte on pourra jamais concurrencer ça. On pourra jamais concurrencer une émission avec l'animateur vedette et des chroniqueurs autour. Pareil, Nagui fait ça très bien sur Inter, ou une émission d'humour comme Les Grosses Têtes, ils font ça très bien sur RTL. Les gens vont pas aller au fin fond du net pour aller chercher une imitation de ce qui se fait déjà très bien et qui marche très bien. Donc on s'est dit, ça, il faut pas. Après, on s'est dit aussi, il faut pas délirer dans les coûts. C'est ce que vous a dit Koé tout à l'heure. Moi-même, j'ai fait 2 podcasts très chers, des fictions qui ont coûté effectivement entre 60 et 80 000 euros pour un podcast de 90 minutes. C'était très bien, j'étais très content de travailler là-dessus. 3 mois d'écriture, 10 comédiens, 1 mois et demi de studio. Au bout du compte, on en a parlé tous les deux, on s'est dit, oui, alors si on fabrique 2 podcasts à 60 000 euros, on va craquer 120 000 euros. Qu'est-ce qu'on va faire après? Et à qui on va les vendre? Et comment on va s'en sortir? Donc, c'était pas possible non plus. Ça, il y a un côté du spectre du podcast qui est le podcast très cher. Et puis, on s'est rendu compte aussi qu'il y a l'autre côté du spectre qui était le podcast amateur qui coûte très peu. Oui. Et avec quelque chose que j'ai pas dit tout à l'heure, mais le podcast va... On est dans une phase d'éducation du public, c'est-à-dire que c'est encore très important. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En province, je vais prendre une image un peu simpliste, mais on n'est pas encore au podcast dans l'écoute quotidienne des gens en province. Interrogez vos tantes, si vous avez des gens qui habitent en Bretagne, en Picardie, etc. Et vous verrez que le podcast n'est pas encore une habitude de consommation. On s'est dit que, comme disait Eric il y a 2 minutes, on ne va pas aller concurrencer les podcasts de Radio France, parfois très pointus, etc. Moi, je veux aller chercher le plus grand nombre. Toute ma vie, il y a un mot qui a toujours été le même et qui m'a suivi, c'est le mot populaire. Populaire, ça veut dire le plus grand nombre. On a voulu faire une écriture de podcast populaire pour que tout le monde, tous ceux qui arriveront au fil des mois, qui découvriront Podcast Story et les podcasts, peuvent prendre n'importe quelle histoire. Vous pouvez écouter celle de Ragnar Lodbrok, celle de l'ancienne première dame de France ou celle de Jack Lang. Tout le monde peut comprendre. C'est une forme de culture sonore, parce que c'est une forme de culture. On sait que les plus jeunes ne liront quasiment plus de livres dans les années qui viennent. Et on a voulu faire quelque chose de simple, simple à consommer, application simple et façon de raconter simple. Et il a bien fallu aussi trouver un format à un moment, parce que ça aussi, on s'est dit, on a regardé un peu ce qui se faisait dans les podcasts et on s'est rendu compte que beaucoup de sites de podcasts multiplient les formats. Vous allez retrouver des chroniques de 5 minutes, des reportages, des interviews, etc. Un peu comme une grille de radio, ce qu'on disait tout à l'heure. Nous, on s'est dit non, il faut qu'on trouve un format unique qui soit toujours le même et les gens vont savoir ce qu'ils viennent chercher. Et avec effectivement cette envie d'être populaire, ce qui n'est pas un gros mot chez nous, c'est-à-dire que donner un contenu intelligent, divertissant, dans lequel il y a des informations, mais accessible au plus grand nombre. C'est grosso modo, c'était le rôle avant des magazines populaires comme VSD, Paris Match, Le Nouvel Obs, où on feuilletait comme ça, et puis on était attiré par un titre, et finalement on lisait un papier de 4 pages ou 5 pages, et au bout de ce papier, on avait passé 15-20 minutes agréables, divertissantes, et en plus, on avait appris 2-3 trucs qui, en plus, pouvaient nous pousser à aller plus loin si on avait envie. On est un peu un éveil à la culture, si je puis dire. Donc, un format unique, de quelque chose qui ne se fait pas en radio et quelque chose qui est maîtrisable dans les coûts. Et là, on a eu l'idée du portrait. On s'est dit, on va faire des portraits. Alors, au départ, on s'est dit, on va faire des portraits de personnalités existantes. Gad Elmaleh, Elon Musk, Michel Drucker, des gens qui sont là, des stars. Omar Sy, des gens comme ça. Et puis après, on s'est dit, on va aussi faire les stars, les gens, les personnalités qui sont plus là, qui sont mortes, mais qui sont presque des personnalités historiques, comme Simone Veil, comme des gens comme Alain Delon, Romy Schneider. Donc on est parti là-dessus. Et puis après, on s'est dit, non, mais on va élargir ce concept du portrait à autre chose. On va aussi faire les portraits de ce qui est tendance chez nous, ce qui est tendance qui nous entoure. Tinder, les taxis Uber,
le kebab. Parce que la story n'a pas de limite. On peut tout faire. À partir du moment où on se dit on fait un portrait, on l'écrit comme une histoire, on peut, si on est bon, si on a un bon auteur, un bon comédien, on peut faire la story des tables. Qui a inventé la table? Pourquoi il y a un pied au milieu? Non mais je me souviens d'un papier dans le magazine Society quand il y a eu le déconfinement. Ils ont eu la bonne idée. Ils ont fait le portrait des terrasses. Et ben c'était un putain de papier vachement intéressant. Qui a inventé la terrasse? Quelle était la première terrasse? Pourquoi elle a existé? D'ailleurs, je vous le dis, c'est à Paris qu'on a inventé les terrasses. Non mais du coup, on s'est dit, bah voilà, on peut faire ça. On peut aussi faire des personnages historiques. On en a fait. Rasputin, Henri VIII, le marquis de Sade. Là, on en a un incroyable sur Gilles de Rais. Sur Gilles de Rais. Alors, si vous connaissez pas Gilles de Rais, c'est le plus grand tueur d'enfants français. Ouais, Gilles de Rais qui était un compagnon de Jeanne d'Arc. En plus, on apprend plein de trucs avec Podcast Historique. Ouais. C'était un compagnon de Jeanne d'Arc qui était complètement dingue de Jeanne d'Arc. Quand Jeanne d'Arc est morte, il est devenu fou et il s'est mis à tuer des enfants. Il aurait tué 140 enfants, mais c'est l'horreur. Hein. Dans son château, il les brûlait, tout ça. Donc, on raconte l'histoire de Gilles de Rais. En fait, pour simplifier tout ça, l'idée, c'était de se dire, il faut que le format soit très serré, mais que dans ce format serré, cette promesse serrée, on puisse se permettre toutes les libertés du monde. L'avantage de la story, c'est que vous n'êtes pas dans la fiction, vous n'êtes pas dans le lifestyle, vous n'êtes pas dans la fausse émission de radio, vous n'êtes pas en l'état, dans le conte pour enfants, etc. On est dans la story. En revanche, dans ce format de 15-20 minutes très précis, on peut se permettre tout ce que l'on veut à l'intérieur. Oui, comme disait Anka l'autre jour, on écrit des histoires pour les enfants, pour les adultes. C'est-à-dire que c'est le même principe que quelqu'un qui vous prend comme ça par la main. Notre style, c'est aujourd'hui, on dirait l'écriture à la Netflix. Avant, on disait l'écriture à la Stephen King. Avant, on disait l'écriture à la Bellemare. Mais c'est toujours la même chose. C'est une écriture, c'est un ton addictif. Il faut que la personne, dès la première seconde, soit prise en main et au bout de 20 minutes se dise « Oh là là, c'est déjà fini, j'aurais bien continué ». Voilà, l'idée, elle est là. Donc, une fois qu'on s'est dit tout ça, il a bien fallu commencer. Ça, c'était au mois d'août l'année dernière. On s'est retrouvé dans un bureau. On se dit, bon, on commence par où? On s'est dit, on va d'abord commencer par les auteurs. Donc, voilà comment on fabrique. On a trouvé des auteurs. J'ai rencontré des dizaines d'auteurs où je leur disais, voilà, il y a un travail qui est à la fois un travail journalistique parce que tout ce que vous racontez doit être vrai. Donc, il faut vérifier les infos. Il faut pas inventer. En revanche, cette réalité, vous allez la scénariser. L'exemple que je donne à chaque fois, c'est la série The Crown, qui a eu son petit succès, où tout ce que vous regardiez sur l'histoire de la reine d'Angleterre était vrai, mais c'était écrit, on avait l'impression de voir une fiction. Donc voilà, c'est ça l'idée, c'est raconter des choses vraies, mais écrites et racontées comme une fiction. Donc on a beaucoup travaillé avec des auteurs. Au bout du compte, il y en a qui sont partis, qui ont dit non, ça c'est pas pour moi. Il y en a qui sont restés. Maintenant, ça y est, on a une équipe. Mais d'ailleurs, s'il y a des auteurs qui veulent travailler pour nous, on est toujours preneur d'auteurs. C'est un peu, voilà, vous essayez d'en faire un. Et je vais couper, pardon, oui, Eric, mais vous savez, c'est la même difficulté que trouver des bonnes personnes qui veulent faire de la radio. C'est-à-dire que vous avez des tas de gens qui se disent capables de le faire et qui, au final, n'ont pas forcément ou l'intégralité du talent ou le fait de se remettre en question tous les jours ou le fait de passer 3 heures à faire de la radio tous les jours. C'est pour ça qu'au final, il reste un petit nombre de gens qui font de la radio et qui traversent les années. Les auteurs, c'est la même chose. Beaucoup de gens se disent finalement, Eric a eu beaucoup de gens qui lui ont dit, moi j'ai écrit, moi je suis capable d'écrire, etc. Oui, ils sont capables de faire un Wikipédia, oui, de raconter une histoire. La vraie difficulté de nos stories, quand vous écouterez, vous téléchargerez Podcast Story, vous verrez, il y a une arche narrative, il y a un axe, il y a une façon de rendre intéressant. Moi, la consigne que j'ai toujours donnée aux équipes, c'est de se dire, il faut que le titre soit fort, le visuel soit fort, qu'on apprenne quelque chose dans le contenu. Si on n'apprend rien, ça n'a aucun intérêt. Mais il faut aussi qu'on soit saisi dès les 10, alors on n'est pas toujours d'accord avec Eric, 10, 20 premières secondes, et que dès les 20 premières secondes, si vous zappez et si vous allez dans cette petite fonction, je ne sais pas si j'ai assez de réseau ici, si vous allez dans cette petite fonction chez nous qui s'appelle découverte, vous verrez qu'en vous baladant, on vous propose vraiment pêle-mêle, sans avoir choisi votre genre. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est que dès les premières secondes d'écoute, vous soyez saisi. Et que vous ne vous disiez pas le matin, je vais écouter une story sur Rasputin, mais que finalement, vous soyez saisi parce que dès les premières secondes, vous vous dites ce truc, je ne le savais pas, je ne le connaissais pas, et on me raconte un truc de façon
moderne, contemporaine, et j'ai envie de la voir. C'était ça l'idée, c'était de vous saisir dès le début. D'ailleurs, tu dis 10 secondes, moi je suis pire que toi, je dis 3 secondes. Les 3 premières secondes sont importantes. C'est pour ça que chaque histoire que l'on écrit n'est pas forcément écrite chronologiquement. Elle démarre toujours par une action très forte. C'est là où je dis c'est l'écriture à la Netflix, hein, c'est l'écriture à les séries télé, vous les regardez, ça démarre, il y a tout de suite, il y a une explosion, il y a des morts partout, on comprend rien de ce qui se passe. En 40 secondes, vous êtes complètement pris dans le truc. Après, il y a le générique, de plus en plus court, ou alors il n'y en a pas. Et puis l'histoire commence. Donc nous, on fait la même technique. C'est-à-dire, il y a un auteur qui m'a écrit l'histoire du prince Henri, et je lui ai dit, mais le climax de la vie du prince Henri, c'est quoi? C'est la mort de sa mère, c'est la mort de Lady Di. Prince Harry, pardon, c'est la mort de Lady Di. Donc je lui ai dit, commence par la mort de Lady Di. Et on sait, dans la vraie histoire, ce qui est vrai, c'est que la reine était dans une résidence de vacances et elle a eu l'information vers 4 ou 5 heures du matin. Elle a dit au prince Charles, il faut que tu ailles prévenir tes enfants. Ça, on le sait. Et je lui dis, imagine la scène. Tu vas pas trahir, tu vas pas inventer. Et du coup, il a écrit une scène où vraiment il raconte le prince Charles qui monte l'escalier, qui tremble, qui sue. Il y a un grand couloir, il arrive devant la porte des enfants, il ouvre la porte doucement, il rentre, il allume la lumière, son fils se réveille avec ses petits yeux pleins de sommeil, et là, il lui annonce la nouvelle. Et là, cette scène-là, très forte, écrite de façon vraiment beaucoup d'émotion, blam, ça vous met tout de suite dedans, et derrière, on démarre la vie du bonhomme. Donc vraiment, à chaque fois, démarrer par une scène très forte. L'auteur qui a écrit l'histoire des taxis Uber, il invente au début une scène où il imagine un chauffeur de taxi à Toulouse le 31 décembre qui va sur la place centrale de Toulouse parce qu'il sait que ce soir-là, il va faire beaucoup de cash. Et il arrive et il n'y a pas de clients et il n'y a que des limousines noires qui lui piquent tous ses clients. Voilà. Et ça démarre comme ça. Et il se dit, merde, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est les taxis Uber qui arrivent dans ta ville. Et après, on démarre l'histoire du Uber. Voilà. À chaque fois, une scène d'ouverture très forte. Après, une écriture très addictive. C'est une masterclass, donc il faut vous expliquer aussi comment on écrit. Aux auteurs, je pousse le cochonnet un peu loin, je dis les phrases doivent faire 3 mots maximum. Sujet, verbe, complément, point. Sujet, verbe, complément, point. C'est toujours un peu plus, mais c'est ça qu'il faut viser. Des phrases courtes, des phrases choc, un vocabulaire précis, aller chercher le mot qui correspond à ce qu'on veut dire et pas mettre des mots valises, faire un effort de synonyme. Enfin, vraiment, il y a un vrai travail de scénarisation de l'histoire. Une fois qu'on a écrit nos histoires, on s'est dit, bon, maintenant, il faut les faire interpréter. Là aussi, au début, moi, je me suis dit, on va appeler, on a des tas de copains dans les radios, on va appeler des copains de radio, des gens qui font des jingles, des gens qui font des bandes annonces, des gens qui ont des très belles voix. Et là, on s'est rendu compte que, non, merde. Ça marche pas. Finalement, il y a assez peu de gens qui peuvent tenir la note pendant 15-20 minutes. Il y a assez peu de gens qui savent faire Pierre Bellemare. Et du coup, on est allé chercher des vrais comédiens. Parce que finalement, c'est un travail de comédien. Il faut incarner le texte plus que le lire. Et ils rentrent dedans. Alors là, du coup, ça demandait aussi un nouvel effort aux auteurs parce que les comédiens, ils travaillent comme des comédiens. C'est-à-dire, quand il y a une virgule, ils disent la virgule. Quand il y a un point, ils disent le point. Donc, il fallait écrire de façon encore plus précise pour que le comédien puisse suivre le rythme du texte qu'on veut lui donner. Donc, le deuxième travail qu'on a eu, c'était de trouver des comédiens. Oui. Je crois vraiment que si vous écoutez nos podcasts, vous allez découvrir des voix incroyables. Vous allez entendre des plus belles voix de doublage. Vous entendrez Alexis Victor, qui est la voix de Ragnar dans Viking, qui est aussi la voix de Bradley Cooper, Michel Elias. Les plus grands comédiens nous rejoignent. Alors, je vais rejoindre un petit peu ce que je disais tout à l'heure. C'est pas très élégant, mais je ne crois pas qu'ils viennent nous rejoindre pour le cacher. Non. Parce qu'on maîtrise nos coups. Je pense qu'ils nous rejoignent parce qu'ils sont heureux, fiers d'interpréter des choses qu'on leur donne peut-être pas tous les jours à interpréter. Et tout ça dans une ambiance plutôt cool, parce qu'on est des gens plutôt cool. Ils adorent faire ça, tu as raison, ils adorent. Alors, on les paye moins que les tarifs délirants qu'ils peuvent prendre quand ils font un doublage pour Disney. Bon, là, on ne peut pas s'aligner. En revanche, on reste dans des tarifs convenables pour la profession. On a regardé les tarifs en cours, etc. Donc, s'il y avait un tarif syndical de la voix ou de l'auteur en France, on serait là. Voilà, on serait dans ce tarif-là. Mais les comédiens qui viennent, qui sont aguerris, qui gagnent des sommes colossales en faisant des doublages pour Disney, ils ont plaisir à faire ça parce qu'on leur demande de faire leur vrai métier.
Ils sont comme sur scène à raconter une histoire devant un public. Et ils adorent faire ça. Alors, on regroupe pour que leur déplacement soit quand même rentable. Ils en font 2 ou 3 à chaque fois. Mais tous, ils sont ravis quand Garrigue est venu pour faire Rasputin. Alors Rasputin, voilà, je vais vous parler du temps après. C'est une histoire incroyable, Rasputin. Il s'est éclaté à faire Rasputin sur 40 minutes. Il était là dans le studio, il jouait le rôle, il tournait autour du micro. Il adorait faire ça. Donc on leur donne à faire quelque chose qu'ils aiment, quelque chose pour lequel ils ont été formés, puisqu'à la base, tous ces gens qui sont voix off, qui font des pubs, à la base, c'est des comédiens, c'est des gens qui ont pris des cours de comédie, qui font du théâtre, qui font du cinéma, et qui ont switché dans la voix off parce que ça rapporte et parce que c'est la vie. Et là, tout à coup, on leur redemande de faire leur vrai métier. Et ils sont très contents. Donc c'est comme ça que ça marche. Donc on a trouvé les comédiens, on a mis les textes avec les comédiens. D'ailleurs, il y a la partie prod. Là, on a pris le parti de faire une prod très sobre. L'idée de Podcast Story, c'est le texte et la voix sont essentiels. Un bon texte, bien écrit, bien raconté. La prod, on a fait très simple. C'est une série de beds musicaux qui s'enchaînent. Alors, c'est pas pour ça que le boulot est simple. Parce qu'il faut les trouver, les bons beds. Il faut bien les calibrer. Il faut qu'il y ait des cassures au bon moment, etc. Oui, vas-y. Je vais réexpliquer pourquoi. Parce que ça peut vous paraître étonnant. Vous pouvez vous dire, un podcast, on va mettre tout ce qu'on a envie de mettre. On entend une porte, on parle d'une porte qui claque, on va mettre une porte qui claque. On parle d'une voiture, on met une voiture. On parle d'une explosion, on met une explosion en 360 et en stéréo qui tourne autour. Nous, on est parti d'un autre constat. C'est-à-dire que contrairement à la radio, vous savez, la radio, pour ceux qui en font, vous savez comme moi que vous parlez, puis vous avez des gens qui viennent vous écouter par hasard en tournant le bouton. Et en permanence, vous devez leur dire « restez avec nous, ça va être super ». Et vous parlez au plus grand nombre. Le podcast, c'est tout l'inverse. Vous parlez à une personne qui a fait le choix d'appuyer sur play et d'écouter cette histoire qu'une voix va lui raconter. C'est pour ça que dans notre prod et dans le coaching que Anka et Eric donnent aux comédiens, on ne chuchote pas, mais on ne hurle pas. On prend le temps de se poser comme si on parlait à l'oreille d'une personne. L'habillage est le même. L'habillage derrière, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas de sound design monstrueux qui vont vous faire sursauter. Le but du jeu, c'est que vous puissiez écouter le podcast en vous endormant, en faisant du sport, en étant dans la voiture et le reprendre à tout moment. On vous chuchote à l'oreille, on vous parle à l'oreille, on vous raconte une story à l'oreille. Donc, la consigne d'enregistrement et la consigne de nos amis qui sont au montage et qui sont au sound design peut paraître simple, mais parfois faire minimaliste, c'est très compliqué. La sobriété, c'est pas évident. D'ailleurs, quand dans les sons au début, on s'est planté parce qu'on a des habitudes de radio et quand le comédien fait son texte, par moment, il respire. Et en radio et en pub, on enlève les respirations. Évidemment, on les enlève et on colle. Et au début, les réalisateurs avec qui on travaille, les techniciens avaient ces habitudes-là. Et on écoutait, on se disait, mais il y a un truc qui va pas et tout. Non, on disait, non, il faut laisser les respirations. Il faut laisser, c'est comme, tu sais, quand on entend un concert de guitare et t'entends le du doigt sur les cordes, bah, ça fait partie de la musique. Bah, là, c'est pareil, la respiration fait partie de la narration. Donc, il faut laisser les respirations, il faut laisser les blancs. C'est là où c'est très différent de la radio. Je vais d'ailleurs aller un peu plus loin quand tu dis, il faut que les gens ne soient pas agressés. Le podcast est plus proche de la littérature que de la radio. Je vous explique. Quand vous allez, le podcast, finalement, c'est quoi? Il y a une grande bibliothèque avec un tas de documents. Il y a des fictions, il y a des histoires, il y a du sport, il y a un tas de trucs. Vous êtes dans cette bibliothèque, vous dites, tiens, il y a un magazine sur les États-Unis, je m'intéresse à l'histoire des États-Unis, je prends ce magazine, je l'emprunte à la bibliothèque, je rentre chez moi, je me mets dans mon canapé, les gosses sont couchés, je me sers un petit verre et je lis mon magazine. Et ben, l'approche podcast, par rapport à l'approche à la radio, elle est plus comme ça. Je vais choisir un podcast dans la grande collection de Podcast Story. Je me dis, tiens, ils ont fait un truc sur Rasputin. Je le prends, je le télécharge. Vous savez qu'il y a 30% de l'audience en podcast qui se fait dans le canapé. Je m'y attendais pas. Donc, les gens se mettent dans leur canapé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a pris le rôle de ce qu'on appelait avant le coffee table book, ou le magazine qui traînait sur la table. Et quand on avait du temps, quand pareil, les mots me couchaient, tout ça, ça y est, j'ai une demi-heure devant moi, bah, je feuillette mon magazine ou je feuillette mon beau livre. Et bah, nos podcasts à nous, en tout cas, prennent ce rôle. Les gens sont bien, ils sont installés et ils écoutent et ils sont attentifs. Non, mais s'il y a des auteurs qui veulent nous rejoindre, des créateurs de podcasts, comme j'en ai croisé tout à l'heure, qui m'ont dit on aimerait bosser avec vous, etc. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils aient comme aptitude? Il faut juste m'envoyer un mail
en me disant bonjour, je voudrais être auteur à Podcast Story. Voilà. Et moi, derrière, je vous enverrai un mot en disant mais bien sûr, venez. Parce qu'il y a aussi un truc, les auteurs, les auteurs, c'est des pigistes, les gens qui sont auteurs, c'est des artistes. Et il y en a, ils vont m'en écrire 3 en un mois. Et puis après, ils ont une pièce de théâtre qui est jouée à Avignon au festival et ils disparaissent un mois. Donc, je l'ai plus pour travailler. Donc, moi, il me faut un panel d'auteurs, comme les voix, le plus large possible. Donc, il m'envoie son petit mot en disant bonjour, je vais être auteur. Je lui dis très bien. Je vais lui renvoyer, moi, des exemples de textes. 5, 6, 10 textes qu'il va lire. Et après, je vais lui donner un thème. Souvent, je prends un truc un peu chiant à faire, où je sais que c'est compliqué de rendre ça sexy. Je vais dire, moi, le premier que j'ai fait en démo pour Podcast Story, c'était la vie de Matt Pokora. J'ai rien contre ce garçon, mais rendre sexy, addictive. Parce que c'est pas ton truc, c'est pas la ta vie. génération. Non, mais la vie d'un garçon qui est assez jeune et qui s'appelle Matt Pokora. Au départ, je me suis dit, bon, si j'arrive à le faire, ça va marcher. Et en fait, j'ai réussi à écrire la vie de Matt Pokora comme un feuilleton Netflix. Donc, je leur demande de m'écrire Amel Bent ou des gens comme ça qui, à la base. Parce que quand tu écris l'histoire de Rasputin, c'est assez facile. Il y a un scénario dingue à la base. Il y a une espèce de moine fou, hypnotiseur, qui va aller se taper toute la cour impériale de Russie à Saint-Pétersbourg. Il a beaucoup aimé Rasputin. Et qui va finir par faire la révolution russe. Non, mais il y a une histoire de fou, il n'y a qu'à suivre sa vie, il y a un scénario. Quelqu'un peut écrit. lui dire qu'il y en a 200 autres que Rasputin. Parce que il y a des thématiques qui sont un peu plus compliquées à rendre sexy. Donc, je vais dire à cet auteur, vas-y, tu me fais un texte. Il faut que ça fasse 3000 mots, ça fait à peu près 18-20 minutes. Tu me l'écris en Time New Roman 14 et tu me le renvoies. Là, je reçois le texte. Si je sens qu'il y a un potentiel derrière, parce qu'il n'y arrive pas au premier coup, évidemment, c'est normal, je rappelle la personne et là, on travaille sur son texte. Mais on travaille ligne par ligne. Donc, j'explique bien ce qu'on veut. Je dis là, c'est trop long. Là, l'action que tu as mis à la fin, mets-la moi au début. Là, fais pas de la chronologie, ça va être chiant, etc. Je reprends son texte. Il repart chez lui, il retravaille son texte. Il peut y avoir une deuxième correction. Et à la troisième, si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, je lui dis, continue à travailler, reviens me voir. Si tu veux bosser, vas-y, continue à bosser, à faire des textes comme on les veut. Et puis reviens quand tu penses que tu en as réussi un. Mais vraiment, je suis fermé à personne. Et on a aussi deux façons de travailler. On a les auteurs à qui on propose une idée. Ça, c'est le travail d'Éric. Il leur propose une idée. Ça marche pas. Ils ont envie. Ça leur parle pas. On a des auteurs qui chopent au vol une idée. Quand il y a une réunion éditoriale, on dit on aimerait faire ça, ils l'apprennent parce que ça leur parle. On a aussi des auteurs qui sont apporteurs de leurs envies et de leurs compétences. On a une autrice qui a envie de raconter les stars noires en France et dans le monde qui ont marqué le monde de la culture, qui ont marqué le monde du cinéma. Et on lui a dit bingo, tu as envie de le faire. C'était une envie viscérale de raconter des gens qui ont brillé dans la culture noire. Et elle l'a fait, elle nous a fait des podcasts incroyables, mais c'était son envie. Et parfois, quand un auteur a une envie, un message à défendre, a une histoire à raconter, c'est toujours beaucoup plus fort que quand on confie quelque chose à quelqu'un. L'histoire de Florent Pagny aussi, c'est amusant. C'est un auteur qui m'a appelé et qui m'a dit « Putain, je veux faire Florent Pagny ». Je dis « Mais pourquoi ?» Et là, il me raconte, et d'ailleurs, je lui ai dit « Raconte ça en ouverture ». Il me dit « J'étais routard en Patagonie, je descends de mon bus, je tombe sur un mec avec des logs en train de fumer un gros ouinge. On fume le ouinge ensemble et c'était Florent Pagny. Et quelques années après, je le retrouve rue Bayard devant RTL. On a refumé un ouinge ensemble. Je repense à tout ça. J'ai envie de raconter Florent Pagny. Je lui dis, vas-y, mais mets-moi cette scène en ouverture et raconte-moi la vie de Florent Pagny. Il y a effectivement ceux qui viennent avec des thématiques qu'ils veulent porter. Il y a aussi le cas où le sujet est complexe et on ne veut pas se planter. Et là, on va chercher un spécialiste. Là, je pense à... Quand la Russie a attaqué l'Ukraine, on s'est dit, bon, il faut faire le portrait de Poutine. Alors là, attention, on se dit, merde, on ne peut pas se lancer comme ça à faire Poutine à l'arrache, sinon on va faire une fiche. Ce qu'on fait un peu tous les... Là, je tape sur mes confrères, mais ils ont tous sorti un portrait de Poutine très vite et tout le monde a eu la même fiche Wikipédia. Nous, on a pris une semaine en plus. On a demandé à un monsieur qui s'appelle Christian Roudot, qui est journaliste à Radio France Internationale et qui est spécialiste de la Russie. On lui a dit, est-ce que tu peux nous faire un portrait de Poutine? Tu as 3 jours. Sérieux, bien torché, bien écrit. Coup de bol pour nous, il travaille avec une prof de Normal Sup, qui est la seule femme en France à avoir traduit l'autobiographie qu'a fait Poutine en 2000. Oui, personne ne le sait, mais Poutine s'est fendu d'une autobiographie complètement délirante en 2000. Et cette femme est la seule à avoir le texte en français. Et ils sont partis de ce texte et ils ont fait un portrait de... Alors, c'est évidemment un bouquin de propagande, mais ils sont partis de ce texte en disant pourquoi il écrit ça.
pour nous faire comprendre la personnalité du bonhomme. Et du coup, on a un texte qui est écrit par une prof de Normal Sup et un journaliste de Radio France Internationale, qui a été rédigé selon nos codes à nous. On est tranquille. On est sûr du coup, on est inattaquable, on a un très bon sujet, original par rapport aux autres. Pareil, quand on a vu Valérie Trierweiler, au départ, c'était pour, d'ailleurs, elle le fait, une série de podcasts sur ce qu'elle appelle les transclasses, c'est-à-dire des gens qui sont partis de rien et qui sont arrivés très haut. Alors, il y a François Pinault, il y a Maître Gims, elle mélange un peu tous les genres. Très bien, je discute avec elle de tout ça. Et puis, je peux pas m'en empêcher. À un moment, je lui dis, mais c'est comment la vie à l'Élysée? Parce qu'on sort du sujet. Et elle me dit, c'est quand même la question que tout le monde me pose. Et là, tilt, je lui dis, commençons par un podcast sur la vie à l'Élysée. Et elle a écrit Journal d'une femme à l'Élysée. Là, on a la conjonction des planètes qui fait qu'on l'a publié 2 jours avant le second tour. Enfin bon, parfait pour nous. Et que, en plus, Valérie Trierweiler, du coup, elle a été invitée chez Ruquier pour parler de ce podcast, tout ça. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'on avait quelqu'un qui connaissait bien le sujet, qui savait écrire. C'est une journaliste depuis 30 ans. Et surtout, qui est témoin de la chose. Elle l'a vécu. Elle sait ce que c'est que de vivre à l'Élysée. Donc voilà, pareil, on a un moment, je voulais absolument faire un sujet sur l'algorithme. L'algorithme, c'est un truc qui dirige la vie de tout le monde. Là, toutes nos vies sont dirigées par des algorithmes. Même les gosses, en ce moment, qui s'inscrivent après pour la fac, c'est un algorithme qui va décider de ce qu'ils vont faire comme fac. Enfin bon, c'est n'importe quoi. Je me dis, mais c'est cool. Mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est qu'un putain d'algorithme? Et là, on a trouvé un type qui s'appelle sur YouTube Spleen, voilà, Spleen. Un gars complètement geek qui fait, et je le vois, et il parle de l'algorithme pendant une demi-heure sur YouTube. Il dit là, c'est un peu compliqué, mais le gars maîtrise son sujet. On a appelé Spleen, et il nous a fait un texte de 15 minutes qu'on a corrigé avec lui pour le rendre digeste. Mais au moins, on a quelqu'un qui sait bien ce qu'est un algorithme et qui a su l'expliquer aux gens. Donc, il y a des thématiques comme ça où on ne veut pas se planter, où on va chercher un vrai spécialiste. Après, c'est vrai que pour écrire l'histoire du kebab, parce qu'on a fait l'histoire du kebab. Là, il n'y a pas besoin d'être spécialiste. Il suffit de bien se renseigner et bien écrire. Oui, c'est important l'histoire du kebab. Est-il allemand et est-il turc? Bon, voilà, vous le saurez en écoutant le podcast. Donc voilà. Après, c'est posé in fine. Après, j'arrête la question de la durée. Comme l'a dit Koé tout à l'heure, le podcast, en vrai, personne ne sait ce qu'il faut faire. Hein. On s'est rendu compte, on est parti d'un chiffre qui traîne sur le net, qui est les gens écoutent 15 à 20 minutes. Donc, on est parti là-dessus. C'est vrai que c'est bien, un format de 20 minutes, mais on s'autorise effectivement parfois à aller jusqu'à 40 minutes quand le sujet le permet. Et là, on teste aussi des formats de 10 minutes, un peu plus courts, parce que on en a fait un une fois sans faire exprès. On avait demandé à un auteur de faire l'histoire de Stan Smith et la chaussure et le bonhomme. Et l'auteur m'appelle et me dit, là, j'ai tout dit, et ça fait que 10 minutes. Je dis, bon, c'est pas grave, on va pas en rajouter pour en rajouter, enregistrons le 10 minutes et voyons ce que ça donne. Et c'est pas mal. Donc, du coup, on essaye aussi ces formats de 10 minutes. 10, 20, 40. Bon, voilà, on navigue là-dedans. Mais l'idée principale, c'est une écriture addictive, une voix professionnelle d'un vrai comédien qui incarne le texte, un habillage très sobre et roule. Alors, tu as dit envoyez-moi un mail, mais tu n'as pas donné ton mail. Alors, Anka, un mail podcast, s'il te plaît. Alors, mais si vous êtes passionné, moi, le mien, c'est sébastien@podcaststory.com. Voilà, moi, je ne l'ai pas à Podcaststory. Voilà. On va faire plus simple. Sébastien, toi, tu dois être encore sur parce que moi, Lycos, non? C'est Lycos? Ouais, non, parce que je suis en train de changer d'ordinateur, quoi. Je ne sais pas si tu sais, on a dépensé un peu d'argent. J'ai un vieil ordinateur. Tu dois avoir Yahoo, et ça ne marchait pas, tous ces trucs. Donc, moi, voilà, Sébastien@podcaststory.fr. Voilà, .com, pardon. Ne faites pas de groupe WhatsApp avec Eric, il ne peut pas les lire. Il n'a pas de. Un jour, je vous montrerai mon téléphone. Non, parce que ça va décrédibiliser Podcast Story. Mais il lit, par contre, l'ordi est bien. Donc voilà. Non, mais vraiment, j'aime bien donner mon mail de temps en temps à des gens sérieux parce que je sais que des fois, on se dit toujours comment on peut contacter. On va contacter, ils répondront jamais. Alors si, on répond. Si c'est au moins qu'on n'est pas intéressé ou pourquoi pas ou à voir. Mais si vous avez des idées, des envies, que ça correspond à ce que l'on fait, voilà. Sébastien@podcaststory.com et je le dis parce que on a oublié de le dire tout à l'heure, mais c'est important. On a un studio à Boulogne qui va être fini vendredi. Dès que Lionel aura fini ce salon, peut-être qu'il viendra finir notre studio, l'acoustique du mur. Mais bon, le studio est fini. On va enregistrer à Boulogne et on a aussi une équipe à Tourcoing. Voilà, parce que si vous regardez, vous verrez qu'on est à Tourcoing pour une simple et bonne raison, c'est que je viens de la province et je voulais casser un peu ce
cette espèce de dôme de verre où on a l'impression que pour travailler à Paris, il faut avoir de la famille dans une radio ou avoir couché avec quelqu'un avant le mouvement MeToo. Enfin, voilà. Je me dis que moi, je me suis battu, mais peut-être des gens sont découragés avant. Donc, en se mettant à Tourcoing, on a donné ce signal que finalement, c'était facile de nous rejoindre. Alors, on a les équipes digitales là-bas, on a des monteurs qui sont là-bas, on a toutes les demoiselles qui font le graphisme et les visuels sont à Tourcoing. Alors, vous avez vu aujourd'hui avec le cloud, on enregistre à Paris, on monte à Tourcoing, ça repart dans le cloud, on a des monteurs qui nous rejoignent à Paris. On va construire un autre studio à Tourcoing qui sera un studio qui sera dédié au B2B. Donc, à Paris, on enregistrera vraiment que la partie grand public, etc. et la partie B2B qui est parfois très pointue, parce qu'on comme je vous ai dit, on fabrique des podcasts pour des entreprises toutes différentes les unes des autres. Quand on fabrique pour un parc d'attractions, un hôtel, une banque ou une école, parce qu'on fabrique pour des écoles, des mairies ou des régions, on fabrique des choses parfois très drôles, parfois très pointues. Donc, on va avoir un studio dédié à Tourcoing qui, en plus, fera travailler des voix, parce que les comédiens aussi qui parfois sont en province, c'est très compliqué de travailler. Et donc, on fera travailler des gens du Nord, des gens à proximité là-bas. Et les auteurs, bien sûr, peuvent être absolument n'importe où. On a des auteurs un peu partout en province. On en a à Barcelone. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, vraiment, si vous voulez écrire ou faire des voix pour nous, n'hésitez pas. En plus, je termine avec un poil de démago, mais qui est sincère. Koé, comme moi, on a eu la chance dans les années 80 de démarrer la radio. On toquait à la porte, on nous ouvrait, on les mettait derrière un micro. Après, c'était à nous débrouiller. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Avec Podcastory, on peut offrir ça aussi. Si vous savez écrire, si vous savez parler, envoyez-nous un message. On verra bien. Si ça marche, vous en ferez pour nous. Si ça ne marche pas, vous continuerez à travailler avant de venir. Maintenant, on va avoir un studio aussi à Paris. On va pouvoir faire des tests voix tranquillement. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Question peut-être? Oui. Rapidement, parce qu'il y a une conférence juste après. Ouais, mais... Je me dépêche. Comment vous allez gérer les stories une fois qu'elles seront un peu dépassées au niveau de l'actualité? Elles ne seront jamais dépassées. Si Poutine ou la reine d'Angleterre nous quittent, par exemple, sans vouloir les repérer trop vite. Non, en fait, on fait en sorte. Effectivement, quand tu écris la story de Poutine ou de Matt Pokora, entre le moment où on a écrit Matt Pokora et maintenant, peut-être qu'il a sorti un album, peut-être qu'il a fait une autre comédie musicale, peut-être que c'est pas grave. Bien évidemment que le gars, il va continuer. Nous, ce qui est important, c'est de raconter le parcours de ce bonhomme entre le moment où il est né et le moment où il y arrive. Et ça, c'est intemporel. Poutine, on démarre le moment où il naît jusqu'au moment où il devient patron de la Russie. Après, évidemment qu'il va mourir à un moment. Mais c'est un document qui peut être écouté n'importe quand. C'est la vraie différence avec le replay podcast radio. Le replay podcast radio, il est très temporel. Le reportage d'RTL en replay, vous l'avez le soir même, la semaine prochaine, la semaine d'après, il vaut quoi? C'est compliqué. Nous, la ligne éditoriale depuis le début, c'était de fabriquer des stories intemporelles qu'on peut consommer un an après. Alors, vous allez me dire, oui, mais si il se passe quelque chose, l'avantage du podcast, c'est que vous repartez en studio, vous faites un retake de la voix, vous le changez, ce sont vos masters, vous êtes propriétaire, vous n'êtes pas coproducteur, vous ne demandez pas 50 autorisations, vous ne repartez pas à aller rechercher le studio en disant est-ce que vous pouvez aller rechercher le comédien parce qu'on s'est rendu compte que, comme on a tout internalisé, on le fait chez nous. Et on l'a fait, un exemple très concret sur le podcast sur Koh-Lanta avec Thierry Moreau. 2 jours avant la mise en ligne, Thierry Moreau nous appelle en disant attention, il y a un scandale de tricherie. Et dans ma story de Koh-Lanta, qui était une story globale, qui n'était pas de la dernière saison de Koh-Lanta, qui est la story de Koh-Lanta, il nous dit, je n'ai pas mis la partie tricherie. Il l'a écrite, il est venu au studio, on a fait un retake, c'était réencodé, c'était dispo le lendemain. Il a rajouté 3 lignes et puis voilà. Et je termine juste, je te donne l'exemple de Tom Cruise. Effectivement, Tom Cruise, il fait des tas de films. Et nous, on a fait une bio de Tom Cruise, on l'a déjà utilisé une fois quand on l'a sorti, bio de Tom Cruise. Là, on a remis la même quand il a sorti Maverick. Ça ne change rien, c'était la vie de Tom Cruise. Et on va la ressortir une 3e fois à la rentrée parce qu'il va y avoir un Mission Impossible. On peut ressortir le truc. On a l'histoire du bonhomme. Voilà. C'est comme un document. Donc, il faut écrire aussi en raisonnant comme ça. Quand on fait l'histoire des taxis Uber, on ne va pas raconter ils ont gagné tant d'argent l'année dernière. En revanche, on va raconter comment ils ont eu l'idée, comment c'est né, quelles sont les conséquences. Voilà.
Paris Radio Show. Audio, musique, podcast.